Le 19 décembre 2018, une étudiante pleine d'avenir disparaît dans une petite ville de Floride, près de Jacksonville. Iyanna Sawyer n'avait que 16 ans. Sa famille est affolée. La police se démène, il la cherche partout. Mais il se pourrait que le coupable ne soit pas si loin que ça. Cette affaire est complètement tordue et difficile. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Avec Malice. Si vous aimez le True Crime, vous êtes à la bonne place. Et en plus, il y a un procès. Et dans cette histoire, les policiers, dès le début de l'enquête, pensent savoir qui est le coupable. Mais est-ce qu'ils ont assez de preuves pour inculper l'assassin? Parce que Iyanna Sawyer n'a jamais été retrouvée. Mais tout le monde pense savoir où repose son corps. Iyanna a été élevée par sa mère, Kimberly Mobley. Même si Iyanna a le nom de son père, c'est-à-dire Sawyer, elle ne l'a pas revu depuis l'âge de 2 ans. Et durant cette enquête, il ne fera pas partie du tableau. Mais malgré ça, Iyanna a une très grande famille. Kimberly Mobley, sa mère, a eu 4 enfants. Iyanna est l'aînée et elle est très proche de sa sœur, sa petite sœur Soumaya, qui a 15 ans. Elle a à peine 1 an de moins qu'elle. Juste pour la petite histoire, Soumaya, ce n'est pas son vrai nom. Comme elle est mineure au moment des faits, son vrai nom ne sera jamais dévoilé. Elle ne sera pas prise en photo ni filmée. Parce que vous allez voir que Soumaya est une personne extrêmement importante dans cette histoire. Kimberly Mobley travaille à temps plein à l'hôpital et elle réside pas loin de ses 2 sœurs, Paula Dixon et Naomi Kiles, qui sont donc les tantes de Iyanna. Et là aussi, les 3 sœurs s'adorent, elles s'aident beaucoup et sont souvent ensemble. Le 19 décembre 2018, Iyanna et Soumaya prennent comme d'habitude le bus scolaire qui les amène à Terry Parker High School. Elles étudient dans le même établissement. C'est une journée banale pour les 2 jeunes filles. Sauf que le soir, quand il est temps de reprendre le bus pour rentrer à la maison, Soumaya est toute seule. Soumaya est inquiète très rapidement parce qu'elle ne comprend pas pourquoi sa sœur n'arrive pas. Ce n'est pas dans ses habitudes. Et quand le bus scolaire part sans elle, elle appelle sa mère. Kimberly est au travail quand elle reçoit l'appel de sa fille. Elle appelle à son tour ses 2 sœurs, Naomi et Paula, pour qu'elles se rendent à Terry Parker High School. Quant à Kimberly, elle appelle de suite la police. Elle explique que sa fille a disparu. Elle ne répond plus à son téléphone et tout ça, ce n'est pas du tout dans ses habitudes. Sa fille n'a jamais loupé le bus et surtout, elle n'a jamais découché. Iyanna est une élève très brillante qui a de très bonnes notes et elle n'a jamais eu de problème. La répartitrice lui demande si ça pourrait être une fugue. Kimberly ne sait pas trop quoi répondre à ça. Elle dit qu'elle ne pense pas, mais en fait, elle ne sait pas. La police se rend de suite chez Kimberly Mobley et prend sa déposition. La mère a retrouvé ses esprits. Elle ne pense pas que Iyanna ait fugué. Elle n'avait pas de problème avec elle, elles étaient extrêmement proches. En plus, Iyanna adore sa famille. Elle ne voit pas pourquoi elle serait partie. Pourtant, à seulement 16 ans, Iyanna a un gros secret, un très gros secret à porter. Elle est enceinte. Elle est enceinte de 5 mois. Elle l'a annoncé à sa mère il y a à peu près une dizaine de jours. Au début, Kimberly dira à la police qu'elle ne l'a pas très bien pris. Elle était très en colère, elle était sous le choc. Mais les jours passant, Kimberly a accepté cette idée. Et même petit à petit, elle en était toute excitée. Elle était contente en fait. Elle a même pris rendez-vous chez l'obstétricien pour sa fille et il y a 3 jours, les 2 sont allés faire une échographie. Elles ont appris que Iyanna attendait une fille. Elles étaient tellement émues qu'elles ont décidé de la baptiser Hazel. Pourtant, le 19 décembre 2018, Iyanna a assisté à ses cours du matin, mais au moment du repas, à 11 h. Elle est filmée par les caméras de surveillance en train de quitter le lycée. Elle n'a pas assisté au cours de l'après-midi. Et sur les images, on peut voir que quand elle sort, elle est au téléphone et elle tient 2 sacs. Les policiers interrogent donc Soumaya, qui explique que dans un sac, il y avait tous ses cours et dans l'autre, il y avait de la lingerie fine de la marque de Victoria's Secret. Il y en avait plein. Mais tout comme sa mère, Soumaya n'a aucune idée où aurait pu aller Iyanna. Elle dit aussi aux policiers que Iyanna avait une relation intime avec un homme plus vieux, qu'elle avait nommé José. Soumaya sait que ce n'est pas son vrai nom.
Quand Soumaya lui demandait si José était le père de cet enfant, Iyana ne voulait pas répondre. Elle ne voulait dire à personne qui était le père. Malheureusement pour la police, les caméras de surveillance ne filment pas le parking du lycée Terry Parker et donc ils ne savent pas ce qui s'est passé après. Les chiens renifleurs, eux, suivent la piste d'Iyana jusqu'à la route. Et là, l'odeur s'arrête d'un coup. Les policiers pensent qu'elle est montée dans une voiture. Quelqu'un est venu la chercher. Mais cela montre que Iyana a quitté l'école de sa propre volonté. Personne ne l'a forcée. Et ils pensent donc qu'elle ne veut pas être retrouvée. Quand la mère est interrogée par la police, elle explique qu'il y a quelques mois, en mars 2018, elle a surpris sa fille avec le voisin d'en face. À ce moment-là, Iyana n'a que 15 ans. Et le voisin d'en face, lui, en a plus de 20. Et cela l'a énervée, surtout quand elle a appris qu'il venait d'avoir un rapport sexuel. Kimberly a appelé la police et elle a porté plainte contre le voisin, qui s'appelle Kamar Humphrey. Elle a porté plainte pour abus sexuels sur mineurs. Les policiers ont fait un kit sur Iyana pour vérifier qu'il y ait bien eu un rapport. Ils ont aussi prélevé l'ADN de Kamar. Et en avril 2018, Kamar a été condamné à verser une amende. Iyana n'a pas porté plainte et elle était consentante. Mais Kamar, lui, se retrouve sur la liste des délinquants sexuels jusqu'en 2023. Kimberly se demande si ça ne pourrait pas être lui le père. Les policiers se ruent chez le voisin d'en face et parlent à Kamar Humphrey. Il explique que depuis le mois d'avril, il n'a plus revu Iyana. Il se tient à carreau. Il a compris la leçon. Et il répond aux inspecteurs qu'il a un alibi pour le 19 décembre 2018. Ce ne peut pas être lui, il travaillait. La police vérifie et se rend compte que c'est le cas. Kamar Humphrey n'a pas pu faire le coup. Les policiers qui la cherchent depuis plus d'une semaine sont quand même intrigués par cette disparition de cette femme enceinte et ils changent son statut de fugueuse pour personne disparue. Ils sont très inquiets. Et il y a une autre personne qui inquiète aussi, c'est Soumaya. Une dizaine de jours après la disparition de Iyana, elle va voir sa mère pour lui parler. Elle lui explique qu'elle n'a pas tout dit à la police. Elle pense savoir qui est José. C'est quelqu'un de très proche de la famille. Et elle n'ose pas le dire. Elle a peur de faire du mal à tout le monde. Sa mère la rassure. Et Soumaya libère son cœur. C'est son oncle, l'oncle John, le mari de Tati Naomi. Kimberly, estomaquée, appelle la police. Alors Soumaya raconte à tout le monde que depuis plusieurs mois, elle a vu que Jonathan Kiles, l'oncle John, avait beaucoup de gestes inappropriés envers Iyana et commençait à en avoir envers elle aussi. Kimberly explique que Jonathan Kiles, c'est le mari de sa sœur, Naomi. Ils sont mariés depuis quelques années. Les deux ont une fille de 3 ans. Kimberly se rappelle le nombre de fois où elle a envoyé tous ses enfants chez sa sœur, parce qu'ils ont la piscine là-bas. Ils y passent pratiquement tout l'été. Kimberly n'en revient pas. En plus, depuis le mois de septembre, Iyana et Soumaya passaient pratiquement tous les week-ends chez leur oncle John et chez Tati Naomi. John s'est blessé au travail, il ne pouvait plus se déplacer. Et Naomi est cadre dans une grande société. En plus, elle est enceinte. Donc Iyana et Soumaya partaient tous les week-ends pour les aider. Faire le ménage, faire à manger, s'occuper de leur enfant. Jamais elle aurait pu imaginer qu'une chose aussi atroce puisse arriver. Et en continuant de parler avec la police, Kimberly leur explique que depuis début décembre, Jonathan travaille dans une casse-auto, une sorte de fourrière qui fait parking. Sans doute que le 19 décembre, il travaillait. Les policiers en sortant de chez Kimberly. Ils se renseignent sur Jonathan, ils demandent un mandat pour fouiller sa maison. Et ils se rendent chez lui le soir. Quand ils arrivent, Jonathan et sa femme, Naomi, arrivent eux aussi. Ils rentrent du travail. Donc ils sont interrogés devant chez eux. Jonathan est très agréable, très aimable quand il parle avec la police. Il connaît très bien ses neveux et nièces. Il passe tous les étés avec eux. Et lui et sa femme adorent ça. Il explique aussi qu'il est innocent. Il n'est pas du tout impliqué dans la disparition de Iyana. Et surtout, il n'est pas José. Il devrait plutôt se renseigner sur Kamar Humphrey. Et Naomi approuve tout ce que dit son mari. Les policiers leur demandent aussi s'ils savent ce que contenaient les sacs qu'avait Iyana le jour de sa disparition. Les deux diront que oui. Soumaya leur a dit. Mais Jonathan ajoute
28 sous-vêtements, c'est beaucoup. Les policiers sont intrigués par cette phrase parce que personne en fait n'a mentionné un chiffre. Même Soumaya, elle a juste dit qu'il y en avait plein. Personne ne pouvait quantifier quoi que ce soit. Les policiers continuent et demandent à fouiller la maison. Jonathan, toujours très poli, leur dit « Faites ce que vous avez à faire ». Il leur offre même un café. Les policiers en profitent pour lui demander son ADN et il accepte. Il le donne. Les policiers demandent l'ADN parce qu'ils sont partis un petit peu à la pêche. Et quand ils sont allés voir la chambre de Iliana le jour de sa disparition, ils ont saisi tous les vêtements sales qu'il y avait dans un panier à linge. Et sur une de ces culottes, il y a l'ADN d'un homme. Ils ont déjà l'ADN de Kumar, mais ils aimeraient bien avoir un autre ADN pour comparer. Pendant ce temps, Kimberly se rend compte qu'elle ne trouve pas le iPad de Iliana. Avec l'aide de Soumaya, elles le cherchent toutes les deux. Et quand elles le retrouvent, elles s'aperçoivent qu'Iliana tenait un journal intime. Dedans, elle parle uniquement de José. Mais ce qu'elle relate est assez mitigé. Par exemple que José l'aimait tellement qu'il pourrait presque la tuer. Elle appelle les policiers et leur confie le iPad. Avec tous les renseignements qu'ils commencent à avoir, les policiers de l'unité des personnes disparues pensent que ce n'est pas à eux de gérer cette affaire. Le temps passe et profondément ils pensent que c'est un homicide. Et ils confient cette affaire à l'unité des crimes majeurs. Et le 7 janvier, quand les résultats de l'ADN arrivent, il y a une correspondance. Les inspecteurs pensent que c'est Kumar. Mais en fait non, c'est l'oncle John. Et ils décident donc de le convoquer au poste. Mais à ce moment-là, ils reçoivent un appel téléphonique. Au bout du fil, c'est Joseph qui laisse, le frère de Jonathan. Et il a un poids sur le cœur. Il a beaucoup de choses à leur dire, à leur révéler. Mi-décembre, mais il ne sait pas exactement la date. Par contre, il se rappelle très bien des propos qu'a tenus Jonathan. Son frère l'a appelé. Jonathan était très excité ce jour-là. Et il lui a dit « Je devais la faire disparaître ». Il est tellement excité que Joseph ne peut poser aucune question. Et quand il a fini de parler, Jonathan raccroche. Quand Joseph essaye de joindre son frère, il ne répond pas, jusqu'au soir. Là, Jonathan le rappelle. Il est calme. Alors Joseph lui demande de s'expliquer. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit qu'il a récupéré une fille aux abords du lycée. Là, il l'a amenée à son travail, dans une zone isolée, où il n'y a pas de caméra de surveillance et très peu d'employés qui passent. Il a essayé de l'étrangler, mais c'était difficile. Et en plus, ça le dégoûtait. Alors il a sorti son arme et il lui a tiré dessus. Après, il l'a porté jusqu'à une benne. Et puis il est parti. Il a continué sa vie. Joseph ne croit pas que son frère ait fait ça. Mais pour lui, moralement, c'est trop difficile de ne pas le dire à la police. Quand Jonathan arrive pour son interrogatoire, les policiers sont prêts. Ils l'attendent de pied ferme. Jonathan explique que Yana avait sans doute un autre petit ami, plus vieux, comme Kumar, et qu'elle a dû s'enfuir avec lui. Il explique aussi que s'il est dans cette salle d'interrogatoire, c'est uniquement parce que Soumaya l'a mentionné comme étant José. Mais ce n'est pas lui. Il n'est pas José. Puis il explique qu'il se sent comme une victime. Tout le monde le pointe du doigt. Le détective Miloviki lui dit qu'ils ont trouvé son ADN sur une culotte d'Iana. Il explique que non, c'est pas possible. Il nie tout. Il n'a jamais eu de rapport sexuel avec sa nièce, ce n'est pas lui. Et l'inspecteur Miloviki insiste. Elle lui montre le portrait d'Iliana. Elle lui dit de regarder le doux visage d'Iliana. Mais il continue de répondre « Non, ce n'est pas moi. Je ne suis pas un monstre. » Alors le détective Miloviki s'énerve. Elle lui dit « Tout le monde ment. Soumaya ment, l'ADN c'est une erreur, et Joseph, son frère, est complètement fou. » Jonathan met alors fin à l'interrogatoire. Il leur dit que maintenant qu'ils se sont fait une opinion, il a peur, il préfère avoir un avocat. Les détectives le mettent alors en état d'arrestation pour abus sur mineur. Pour l'instant. Et même si c'est le suspect principal, les policiers n'ont pas vraiment de preuves contre lui, de preuves directes. Et donc, les inspecteurs demandent aux compagnons de cellule de Jonathan de porter un micro et d'essayer de le faire parler. Et cette ruse va payer. Au bout de 2 jours, Jonathan n'arrête pas de parler. Il raconte tout. Tout ce qu'il avait déjà dit à son frère en fait. Avec les enregistrements de Jonathan qui racontent les dernières heures de Iliana, le procureur Cameron French est prêt à l'accuser de meurtre.
Pendant ce temps, les policiers, eux, se sont rendus au travail de Jonathan, qui s'appelle Hayes Pickepart. C'est une fourrière extrêmement grande. Il y a plusieurs choses sur ce terrain. Une casse-auto, un parking, un ferrailleur. Il cherche les caméras de surveillance du 19 décembre 2018. Et quand il les trouve, il se rend compte que Jonathan est bien venu travailler ce jour-là. Mais à 11 h, il est parti, soi-disant pour manger. Le patron explique qu'il n'a pas pointé. D'habitude, les employés mangent sur les lieux du travail. Il est étonné de voir que Jonathan, lui, est sorti en voiture. Les policiers remarquent que ça coïncide extrêmement bien avec l'heure de sortie d'Iliana du lycée. Mais le GPS de la voiture met Jonathan à côté de l'aéroport. Ce n'est pas très loin du lycée, mais ce n'est pas au lycée. Et vers 2 h, la voiture revient vers Hayes Pickepart, la fourrière. Les policiers fouillent ensuite toutes les voitures qui sont dans les zones isolées. Parce que dans la voiture personnelle de Jonathan qui a été fouillée, il n'y a aucune trace d'Iliana. Les policiers pensent à ce moment-là qu'une fois arrivé dans la zone isolée à son travail, il a demandé à Iliana d'aller s'asseoir dans une autre voiture que la sienne, dans une des voitures abandonnées sur le site. Puis là, il s'est mis à côté d'elle et il l'a étranglée. Puis après, il lui a tiré une balle dans le cœur, donc il doit y avoir des traces. Les traces d'un crime dans une de ces voitures. Mais il cherche et il ne trouve rien. Rien du tout. Et il y a énormément de voitures à fouiller. Le policier Abbott, en se renseignant aussi, se rend compte que les bennes qu'il y a dans ce lieu isolé ont été relevées le 19 décembre, le jour de la disparition d'Iliana. Il retrace donc ces bennes jusqu'à un dépotoir, immense, mais c'est un dépotoir spécialisé pour tous les matériaux de construction, la ferraille, la tôle. Et il commence à fouiller. Dans ces tonnes de matériaux de construction, ils essayent de retrouver une trace d'Iliana. En tout, le comté de Duval dépensera plus de 1,5 million de dollars pour excaver le terrain. Dans cette zone, il faut imaginer qu'il y a plus de 30 camions par jour qui déposent des détritus. Les policiers déplacent des tonnes et des tonnes de déchets. Et 3 semaines après être arrivés, ils tombent sur quelque chose d'étonnant. Ils trouvent des sous-vêtements de la lingerie Victoria's Secret. Sur ce linge, hélas, il n'y a plus d'ADN. Mais la mère de Iliana et Soumaya les reconnaissent. Certains ont été achetés par Kimberly pour faire plaisir à sa fille. Au travail de Jonathan, ils vont aussi fouiller son casier. À l'intérieur, il y a une arme, un revolver, qui a été utilisé. Mais Jonathan explique que le 18 décembre 2018, il est allé tirer avec. Et de toute manière, les policiers n'ont pas de balles. Les policiers trouvent aussi une autre vidéo de surveillance. À 14 h 30, un monte-charge avec Jonathan passe devant une caméra de surveillance qui amène sur le site isolé. Après la découverte des sous-vêtements, ils annoncent à Jonathan qu'il est inculpé pour le meurtre au premier degré sur Iliana Sawyer, pour meurtre au premier degré sur le bébé à naître, et aussi agression sexuelle sur mineur. Jonathan se dit non coupable, et il ne veut plus rien ajouter. S'ils ont des questions, ils n'ont qu'à appeler ses avocats, Christine Mitchell et Robert Davis. Et il faudra attendre 4 ans avant que le procès ne commence, parce que le procureur Cameron French demande la peine capitale. Le 14 septembre 2023, le procès commence, et c'est le juge Anthony Salem qui préside. Le procureur, quand elle commence son argumentation d'ouverture, elle cite Jonathan. « Cette fille pourrait être enceinte, je pourrais être le père, je vais me débarrasser d'elle. » Pour le procureur, Jonathan a tué Iliana parce qu'il ne voulait pas que le monde entier sache qu'il avait engrossé sa nièce de 16 ans. Cameron French, qui n'a pas de preuves directes, appellera beaucoup de témoins. Tout d'abord, c'est Joseph Kiles qui arrive à la barre. Il raconte l'appel téléphonique, comme il se le rappelle. Joseph explique qu'après ces appels, il a été hanté. Et le 28 décembre, il a texté son frère. Le procureur lira à la barre les textos de Joseph. « Jonathan, je dois rester ferme sur ma décision. Ce que tu m'as dit n'est pas une blague ou un mensonge. Donc oui, j'ai averti la police, parce qu'ils avaient besoin de savoir. Je suis désolée, Jonathan. Je dois faire la meilleure chose pour cette fille et sa famille. » Le prochain témoin, c'est Soumaya. Et elle réitère tout ce qu'elle a dit à la police. Elle savait que son oncle John était José,
que cette relation avec Iliana durait depuis plus d'1 année. Elle avait surpris des gestes inappropriés de son oncle sur Iliana, et depuis le mois de septembre 2018, il commençait sur elle. Ensuite, c'est le compagnon de cellule de Jonathan qui vient. Il explique la discussion qu'il y a eu entre lui et Jonathan, et le fait qu'il ait enregistré ses aveux sans son consentement. Quand les jurés entendent l'enregistrement, ils sont sous le choc, et la plupart vont se retourner vers Jonathan et le regarder en écoutant ses propos lamentables et cruels. Jonathan aussi est choqué par ce qu'il entend. Mais c'est pas fini pour lui. Le prochain témoin, c'est Naomi Kiles, qui maintenant s'appelle Mobley. Elle a repris son nom de jeune fille. Quand il a été mis en état d'arrestation, Jonathan, elle a demandé le divorce. Elle ne veut plus entendre parler de lui. Elle explique qu'au début, elle était très sceptique. Mais quand il a été arrêté, Soumaya a montré les Snapchats qu'a envoyé Jonathan à Iliana. Et petit à petit, elle a compris que son mariage était une erreur, une grosse erreur, qu'elle avait amené un prédateur dans sa famille. Les Snapchats qui ont été envoyés par Jonathan à Iliana sont pour la plupart sexuels et d'autres menaçants, terrifiants. Jonathan écrit « Je suis vraiment énervé maintenant. Je vais te donner une correction plus tard. Oui, j'ai besoin que tu sois à 100% avec moi, tout le temps. Je suis tellement amoureux de toi que je te tuerai. Et ensuite, je pleurerai. » Naomi Mobley explique aussi l'état d'esprit de son mari après la disparition d'Iliana. Prior to that, he was fidgety and nervous, restless. After she went missing, then he slept like a baby. And I'm aware of this because I was very pregnant and I was up every hour on the hour to go to the bathroom as he slept like a baby. Le détective viendra aussi témoigner à la barre pour expliquer ce qui s'est passé le 19 décembre. Jonathan est sorti de son travail pour aller chercher Iliana. Il n'est qu'à 5 minutes en voiture. Il l'a récupérée sur le bord de la route et ensuite ils sont allés manger devant l'aéroport. Ils ont regardé les avions s'envoler. Et Jonathan en a profité pour lui dire à Iliana qu'il rêvait de partir, de s'enfuir avec elle. Et qu'il avait une idée. Il l'a ramenée jusqu'à son travail où il lui explique qu'ils ne peuvent pas s'enfuir avec sa voiture, sinon ils vont être retrouvés. Donc il a prévu une autre voiture. Quand ils arrivent là-bas, ils se garent. Jonathan a choisi ce lieu très précautionneusement. Il n'y a aucune caméra de surveillance, personne qui vient dans cet endroit isolé. Et en plus, c'est derrière les machineries. Ce lieu est extrêmement bruyant. Il dit à Iliana que la voiture qu'ils vont prendre, c'est celle-là, celle d'à côté. Sur le siège côté passager, il a pris soin de mettre une couverture. Et Iliana s'assoit là. Puis très rapidement, il commence à l'étrangler. Quand il voit que c'est trop pénible, il sort son arme et la tue. Une seule balle, dans le cœur. Il enroule la couverture autour d'elle et la porte jusqu'à la benne. Il savait que c'était le jour où elle serait vidée. Après ça, il part chercher un monte-charge pour porter la voiture dans laquelle il y a eu le crime. Il la transporte jusqu'au compacteur. Et en quelques minutes, l'ADN, la balle, le sang, toutes les preuves contre lui disparaissent. Quand la voiture est broyée, il la récupère et la jette avec les centaines d'autres. Puis Jonathan finit sa journée et tranquillement, il rentre chez lui. En contre-interrogatoire, Christine Mitchell explique que c'est un beau discours, c'est une belle histoire, mais qu'il n'y a pas beaucoup de preuves. Sur le revolver de Jonathan qu'il aurait tranquillement remis dans son casier, il n'y a aucune trace d'ADN ou de sang de Iliana. Quand c'est au tour de la défense, ils prennent soin de préciser au jury que le procureur doit prouver sans aucun doute que c'est bien Jonathan Kiles qui a tué sa nièce. Ils expliquent aussi que durant ce procès, ils n'ont jamais amené de preuves directes. Ce ne sont que des témoignages, des oui-dire. Il n'y a aucun ADN qui prouve que c'est lui le père. Il n'y a aucun corps. Pas une goutte de sang. Même les sous-vêtements retrouvés dans le dépotoir n'ont pas d'ADN. Seuls Kimberly et Soumaya les ont identifiés. Et pour les avocats de Jonathan Kiles, il n'y a aucune preuve que ce soit prémédité, puisque le crime n'est pas prouvé. Pour eux, le doute est plus que raisonnable. Il faut acquitter Jonathan Kiles. Les jurés partent délibérer. Cela ne prendra que 52 minutes. Et quand ils reviennent, ils trouvent Jonathan coupable de tous les chefs d'accusation. Des trois. Au moment de l'audience de la sentence,
Jonathan Quiles ne prendra pas la parole et sa famille viendra pour témoigner en sa faveur. Il y aura aussi sa psychologue qui viendra pour expliquer que Jonathan Quiles n'est pas un monstre, c'est un homme avec tous ses défauts. Quand les jurés partent délibérer, ils reviennent avec un verdict de prison à vie, sans aucune possibilité de parole. Ils ont mis de côté la peine capitale. La famille d'Iliana, avec son porte-parole qui est Paula Dixon, explique que pour eux, la justice a été faite. Et voilà, c'était l'histoire triste d'Iliana Sawyer, 16 ans, qui souhaitait être pédiatre et que l'on n'a jamais retrouvée. Dans certains cas, il n'y a pas besoin d'avoir de corps, de sang, d'ADN pour que la justice soit rendue. Et sinon, j'espère que vous avez aimé écouter cette histoire. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard!